Clotilde Champérage, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au CNAM, au sein de l'équipe Sécurité, Défense et Renseignement. Et je vous propose dans cette interview de faire un focus sur un chapitre de votre livre, La face cachée de l'économie, aux éditions PUF. Un chapitre intitulé « La déviance entrepreneuriale ». Alors d'abord, je vais rappeler la thèse centrale du livre, qui est que la vision néoclassique, libérale, occulte une grande partie de l'économie, la face cachée, tout ce qui est criminel, informel. Et en ce qui concerne plus spécifiquement les entrepreneurs, vous rappelez que dans cette théorie, les entrepreneurs ne sont que créateurs de valeur et à aucun moment on considère qu'ils peuvent détruire de la valeur. Alors déjà, quelles sont les formes de cet entrepreneuriat déviant ? Alors en réalité, il y a une multiplicité de formes. C'est-à-dire que ça va concerner tout ce qui est fraude et illégalité menée dans la sphère légale par des personnes totalement bien insérées socialement, des dirigeants d'entreprises notamment. Alors on peut identifier notamment le secteur informel, qui est ce secteur où l'activité productive est légale. Ce n'est pas la marchandise qui pose problème, c'est le fait qu'on va occulter tout ou partie de cette activité pour se soustraire, par exemple, au paiement des impôts, des taxes, pour se soustraire à la législation en termes de salaire minimum, de temps de travail légal, aux normes de sécurité, d'hygiène sur le lieu de travail. Donc ça, c'est une forme de déviance qui est non négligeable, y compris dans les pays industrialisés. On a aussi tout ce que Edwin Sutherland avait désigné comme criminalité en col blanc, c'est-à-dire tout délit, tout crime mené par quelqu'un dans le cadre de sa profession et quelqu'un qui jouit d'une certaine confiance dans la société parce qu'encore une fois, c'est une personne haut placée, c'est une personne respectable qui a un haut poste dans la société. Et là, on va avoir des fraudes, des détournements, des non-respects de la loi, avec, ce qui est intéressant aussi, généralement une relative impunité quant à ces faits. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas condamnées véritablement à hauteur de ce qu'elles ont fait. D'ailleurs, Sutherland, au départ, dit ils ne sont même pas identifiés. Parce qu'il y avait ce credo que si vous étiez dans la déviance, c'est parce que vous aviez une pathologie personnelle, schizophrénie, folie, ou alors que c'était une pathologie sociale, vous veniez d'un milieu pauvre et c'est ça qui vous poussait au crime. Sutherland dit attention, regardez, on a quand même des cas d'entrepreneurs qui fraudent, parfois violemment, avec un coût social et financier très lourd. Or, ils ne sont pas identifiés. Et malgré cela, on continue à mal identifier ces personnes-là ou à minimiser leurs responsabilités. Effectivement, vous dites qu'il y a des biais de perception de cet entrepreneuriat déviant. Et par exemple, quelque chose de tout à fait frappant qui ressort de votre livre, c'est, vous dites, la corruption, elle est trop systématiquement assimilée uniquement à la sphère publique. Oui. Alors ça, c'est une construction, un biais qui s'est construit avec la discipline économie. C'est-à-dire que depuis Adam Smith, on a cette orientation qui est erronée sur la corruption et qui se poursuit jusqu'à nos jours avec, par exemple, un organisme international de renom, la Banque mondiale, qui a une définition de la corruption qui est doublement biaisée. Ce que dit la Banque mondiale, c'est que la corruption, c'est utiliser sa position de responsable d'un service public pour son bénéfice personnel. Ça dit deux choses, ça dit que s'il y a corruption, il y a secteur public, et qu'en plus, c'est forcément au seul bénéfice du fonctionnaire. Donc, double biais en défaveur de la sphère publique. Et ça rejoint aussi cette logique libérale qui est de dire que l'État est un acteur négatif dans l'économie. Donc, la faute incombe toujours à l'État. Or, si on regarde la corruption, c'est un concept qui est ancien, qui était déjà présent dans la Grèce antique. Et ce que disaient les Grecs de l'Antiquité, c'est la corruption, c'est tout abus de pouvoir qui se fait au détriment du bien commun. On est presque dans l'inversion de la logique. Donc tout ce qui va léser le bien commun, pas forcément le bien public, mais le collectif, c'est de la corruption. Et dans ces cas-là, on peut renommer tout un tas de déviances, notamment cette déviance entrepreneuriale, en termes de corruption. Les détournements de fonds, des fonds gagnés par l'entreprise mais qui vont être détournés vers des comptes privés, c'est de la corruption parce qu'on lèse l'entreprise. L'informel où on se soustrait au paiement des taxes, c'est de la corruption parce qu'on lèse l'État. Quand on pratique le favoritisme, le clientélisme, le népotisme dans le recrutement de la main-d'œuvre, c'est léser les intérêts de la main-d'œuvre. Dernière question, quoi qu'il en soit, cette figure de l'entrepreneur déviant, il est fondamental, il est central dans toute l'histoire économique. Vous rappelez par exemple comment les marchands banquiers ont imposé à l'Église l'usure au Moyen-Âge, ou comment les oligarques russes ont profité de la chute de l'URSS. Est-ce qu'il faut en conclure que finalement il n'y a pas d'enrichissement, de grand enrichissement tout du moins, sans transgression ?
L'impression, oui, historiquement, c'est qu'en tout cas, avec l'avènement de l'économie de marché, du capitalisme, on a un lien entre grand enrichissement, pas l'enrichissement basique, on peut s'enrichir de façon tout à fait légale, heureusement, mais le grand enrichissement, souvent, il passe par un affranchissement vis-à-vis des règles. Ceux qui détournent la loi se créent un avantage par rapport à ceux qui respectent la loi. Donc il y a un enrichissement qui se fait, un enrichissement assez massif, qui permet ensuite de parler à l'oreille des puissants. Et là, il peut y avoir un effet en retour, soit parce qu'on va effectivement adapter la loi, déplacer la frontière entre légalité et illégalité. C'est le cas de l'usure. Encore que l'usure, bon, c'est à entendre dans le sens médiéval du terme, Oui. c'était le prêt à intérêt qui devient autorisé, mais aussi parce que le pape qui interdisait l'usure lui-même y recourait. Et puis parfois aussi, ça va être l'obtention d'avantages. Quand on pense à l'industrialisation des États-Unis au XIXe siècle, les barons voleurs, ce sont des gens, oui, qui ont pris un risque entrepreneurial, mais qui aussi étaient très présents dans la sphère politique, qui ont fait converger intérêt économique, intérêt politique pour leur propre avantage. Eh bien, merci beaucoup, Clotilde Champérache, pour cet éclairage. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie encore une fois à votre livre « La face cachée de l'économie » aux éditions PUF. Merci beaucoup. Merci.